Bonsoir et bienvenue dans votre émission Invité de la semaine. Et ce soir, nous sommes avec Saïd Hachim. On lui laissera le soin de mieux se présenter. Mais sachez également qu'il est membre de l'intersyndicale et avec lui, on aura l'occasion de revenir sur deux éléments d'actualité, à savoir l'activité sismique avec ses secousses à répétition, mais aussi le mouvement de grève qui continue toujours. Saïd Hachim, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, d'abord, ma première question, je l'ai dit, on vous laissera le soin de mieux vous présenter. D'abord, rapidement, quel est votre parcours, sans trop rentrer dans les détails? Alors, mon parcours, comme tout jeune Mahorais qui est né ici, donc j'ai fait pratiquement toute ma scolarité ici. D'abord, l'école primaire à Pamandzi, et puis après le collège à Chiconi, le lycée à Mamoudzou, et puis un parcours universitaire à Montpellier. Voilà. Alors, vous avez fait quoi comme études? Alors, j'ai un parcours, on va dire, quand je quittais ici pour aller à l'université, je me suis inscrit en géographie. À l'époque, en fait, c'était le DEUG de géographie, qui, je le précise, a été compliqué pour moi, la première année. Et puis, c'est là où c'est un peu intéressant pour moi parce qu'en fait, la première année était difficile. J'ai redoublé ma première année de DEUG. Et à l'époque, c'était compliqué parce qu'en fait, il n'y avait pas le système de compensation. Donc, il fallait valider toutes les matières. Et je me suis retrouvé une année où j'avais pratiquement rien à faire à l'université. Déjà, quand on va à l'université la première année, on est surpris. On n'a pas beaucoup d'heures. C'est 16 heures dans la semaine. On glande. Et imaginez, en fait, quand vous avez validé certaines matières, vous vous retrouvez l'année suivante, vous n'avez rien, donc vous tournez. Et puis, j'ai eu cette idée de préparer 2 diplômes. Voilà. Donc, géographie, puis après, biogéographie, écologie. Donc, je ne le dis pas souvent, beaucoup de personnes me voient défendre l'environnement, mais j'ai un cursus de biogéographe écologie. Environnemental. Donc, et d'ailleurs, mon stage, je l'ai fait à la DAF, à l'époque, où j'ai travaillé avec des botanistes dans le cadre de du reboisement des Padzas. Donc en fait, double cursus. Pendant que je compensais en quelque sorte mon année perdue, j'ai préparé en même temps un 2e diplôme d'écologie. Puis quand j'ai réussi à compenser cette année-là, j'ai fait l'année suivante avec 2 diplômes que j'ai continué jusqu'à 2 ans. Puis après, j'ai continué le cursus de... Allez-y. J'ai continué le cursus de géographie. Voilà, avec la licence à l'époque, puis la maîtrise, puis le 2A, jusqu'en thèse. Donc voilà, maintenant je poursuis la géographie, maintenant avec des recherches, avec une équipe de recherche installée à Montpellier, avec des activités ici à Mayotte. Voilà. Alors aujourd'hui, vous faites quoi? Vous êtes dans quelle branche aujourd'hui? Alors je suis toujours dans la géographie, en fait, je suis administrateur système d'information au conseil départemental. Alors c'est quoi? Administration système d'information géographique, en fait, mon travail consiste à rentrer dans un système d'information toute la donnée géographique du territoire. Que ce soit par exemple les routes, le foncier, vous avez un terrain par exemple, je peux savoir où se trouve votre terrain, ou par exemple sur votre terrain, si vous avez un danger particulier, si les risques qu'il y a sur votre terrain, ou tout simplement les éléments qui sont dans le sous-sol, tout le parcellaire, ou voire même les routes. Donc ça veut dire qu'en fait, je dois mettre à disposition aux décideurs, les gens qui vont construire, des outils d'aide à la décision. S'ils veulent construire, aménager par exemple un territoire, c'est moi qui dois vérifier si le terrain déjà leur appartient, qu'est-ce qu'il y a comme élément, voilà, et si l'investissement pourrait se faire à cet endroit-là. Donc c'est l'outil, les systèmes d'information géographique que j'administre au département de Mayotte. Et en parallèle, vous enseignez... Et en parallèle, j'enseigne la même matière, j'enseigne la géographie à l'université, donc j'enseigne la cartographie. Sachez que quand on travaille, et c'est les seuls... quand on travaille, par exemple, vous pouvez enseigner à l'université. L'université permet justement d'ouvrir ses portes à des intervenants. Donc, depuis des années, j'interviens dans ce cadre-là à l'université où j'enseigne les matières liées à la cartographie. À un moment, c'était aussi l'écologie, la cartographie, les statistiques, les systèmes d'information géographique. Alors, vous êtes également un militant associatif de longue date. Est-ce que le milieu associatif, on peut dire que c'est une bonne école d'apprentissage? Ah oui, je peux dire en fait que j'ai tout appris dans l'association, dans la connaissance des hommes, des gens,
Et aujourd'hui, si aujourd'hui, je sais peut-être qu'on va revenir, si je suis dans le milieu syndical, je sais que c'est là où on apprend le plus, en fait, dans les écoles, dans les formations que nous faisons, on n'apprend rien, mais c'est vraiment en contact avec les gens qu'on apprend. Donc, depuis Montpellier, on a été dans des associations très dynamiques avec l'association d'étudiants. Je fais partie, avec vous d'ailleurs, des premières, de ceux qui ont créé le SLEM, le syndicat des étudiants des lycéens de Mayotte. À un moment, c'était un syndicat qui était très très actif, puis aujourd'hui, bon, on n'en parle pas trop, parce qu'on était isolés. Maintenant, la France, la métropole est beaucoup plus proche de Mayotte, donc voilà. Donc j'ai beaucoup appris déjà avec les associations. Et puis maintenant, bon, je me retrouve dans un autre cadre, un peu dans un cadre syndical. Mais on aura l'occasion d'y revenir en deuxième partie de cette émission. Alors, venons-en à ces activités sismiques. D'abord, est-ce un phénomène rare? Alors, c'est un phénomène connu. Alors, déjà, il faudrait savoir que les séismes dans notre zone, il y en a toujours eu. Et il y en aura encore. Donc, il ne faut pas très s'étonner. Enfin, faut pas s'étonner. On aura encore des séismes ici. Il y en a toujours eu par le passé. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez regarder cette carte qui s'affiche devant vous. Regardez, c'est la carte des séismes dans le monde depuis 1973, en fait, depuis 1973 jusqu'à 2012, assez récemment. Donc on voit que la planète est semée en fait de séismes. Tous ces points-là, c'est les points de séisme qui sont passés dans le monde depuis 1973 jusqu'à 2012. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il se passe des séismes partout dans le monde et particulièrement sur notre zone. Chez nous, ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais comme vous pouvez regarder du côté du Japon, du côté de l'Amérique du Sud, ou voire même du côté de la Méditerranée, vous avez une densité de séismes. Et donc, c'est important de savoir que les séismes, on a une planète qui bouge. Et tant que cette planète sera en mouvement, on aura toujours les séismes. Alors, on va voir la carte suivante. Et celle-là, c'était en quelque sorte une journée type dans le monde. Voilà, c'est très intéressant que vous me lanciez là-dessus parce qu'en fait, les gens disent « Ah, ici, parce qu'il y a trop de péchés, parce qu'on s'attaque à des gens, parce que c'est cela. » Mais tous les jours, vous pouvez... Je peux vous faire une carte comme ça. Tous les jours dans le monde, il y a des séismes. D'ailleurs, c'est une carte récente qui date de la veille. Et donc là, vous voyez que sur notre zone, on n'a pas encore enregistré, en fait, ici. Donc là, et donc vous voyez que partout dans le monde, il y a des séismes. Vous pouvez regarder, pour ceux qui savent bien lire des cartes, que là, sur cette carte-là, vous avez un séisme en Iran. En Turquie, ce sont des musulmans. Ils ont commencé le ramadan avec nous, avec les séismes, donc, comme nous aussi. Donc voilà, donc, partout dans le monde, que vous soyez un pays musulman ou un pays catholique ou un pays, voilà, dans n'importe quelle religion, vous avez des séismes. Donc ça, c'est très important de savoir qu'il se passe des séismes. Voilà, donc rien que la journée d'hier, c'était ça. Voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, quand on va regarder la journée d'aujourd'hui, on va voir une autre carte où avec d'autres points de séisme. Donc ça se passe comme ça dans le monde. Alors la carte suivante, si vous pouvez nous la commenter. Donc celle-là, voilà, la carte suivante, on va la voir. Alors celle-là, elle représente quoi? Alors cette carte-là, elle est très intéressante parce qu'on a fait un zoom sur notre région. D'abord, vous avez Madagascar là et l'Afrique. Et regardez, vous avez un trait dans le canal de Mozambique qui descend comme ça, ce qu'on appelle un chapelet de séisme. Un chapelet de séisme, en fait, c'est un trait de séisme qui descend comme ça le long du canal. Alors pourquoi? Parce que, en fait, quand vous avez ce trait-là, ça veut dire que quand la Terre, elle bouge ici, vous avez Madagascar qui se sépare de l'Afrique, et du fait de cette séparation, vous avez des séismes qui font cette ligne-là. Et donc, du fait de cette instabilité, vous allez avoir apparaître aussi des séismes. On le voit très très bien ici que voilà, notre zone est affectée, c'est une zone instable, on va dire géodynamiquement instable, et du fait de cette instabilité-là, on va avoir des séismes. Mais c'est ce qu'on appelle des séismes modérés. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais revenir là-dessus parce que c'est très important de le comprendre, parce que la Terre, là où nous sommes, on est sur une terre un peu des roches rigides, ça veut dire solides. Et en dessous là, de la Terre, vous avez une zone un peu liquide en fait, où les planètes en fait, sont assises sur des plaques. Alors,
les plaques, on va prendre l'exemple de ce petit morceau en fait, que j'ai amené ici, à un moment subissent des pressions, voilà, des pressions très très fortes, et à un moment, du fait de cette pression-là, comme c'est rigide, à un moment de cette pression-là, ça va se casser, voilà, ça se casse. C'est comme ça, donc ça, en se cassant, ça crée justement les séismes, ça crée les fractures. Mais cette zone ici, on n'est pas sur ces zones où les plaques s'affrontent, mais on est sur une zone où les plaques s'écartent. Donc quand les plaques s'affrontent, ça crée une pression beaucoup plus forte, donc on n'est pas sur la zone où les plaques s'affrontent. Mais par contre, on est sur une zone où les plaques s'écartent. Donc en fait, dans les zones où les plaques s'écartent, les séismes sont beaucoup modérés, en fait, un peu plus modérés que là où il y a cette confrontation. Donc c'est notre cas ici. Donc là, quand on regarde cette carte, elle est très intéressante, la carte suivante. Oh oui. Alors regardez, les points blancs, ce sont les séismes de plus de 5 que nous avons eu depuis 1960 jusqu'à hier. Et là, vous avez les points blancs, hein, c'est tous ces séismes-là, et puis vous avez des points jaunes. Regardez ces points jaunes juste à côté de Mayotte. C'est là où on a les séismes actuellement. Et ça, c'est très intéressant d'observer cette carte-là parce que c'est essentiellement sur cette zone où se concentrent les séismes actuellement. Alors, pourquoi, pour revenir à votre question-là, c'est ce que les sismologues essayent de comprendre maintenant. Donc, en fait, pour tordre le cou à toutes les rumeurs. D'abord, on reste sur cette carte-là avant de revenir sur les rumeurs. Celle-là, elle nous permet ou nous permettra de savoir ce qui se passe chez nos voisins, les 3 autres îles des Comores. Est-ce qu'elles connaissent les mêmes phénomènes? Si oui, de quelle intensité? Parce que celle-là, elle est un petit peu représentative. Alors oui, elle est très représentative parce que regardez, vous avez Mayotte et juste ici à l'est de Mayotte, pas loin de Pamandzi, à 40 km d'ici, là où on est, voire même à 33 km de là où on est, c'est pas très très loin, c'est vraiment à côté de Pamandzi, à une trentaine de kilomètres de Pamandzi, c'est là où vous avez cette zone-là. Donc en fait, c'est le point central on va dire l'épicentre en fait, de ces séismes sont là. Et donc, plus vous êtes éloigné de cette zone, moins vous allez sentir en fait les séismes. Nos voisins, les Comoriens, ne sentent pas plus ces séismes-là parce qu'ils sont éloignés du centre de ces phénomènes. Et voilà. Donc, si les séismes, regardez les points blancs que vous avez ici, il y a déjà eu des séismes entre Anjouan et Mayotte. Donc, on les a aussi bien sentis à Anjouan qu'à Mayotte. Mais parce qu'ils sont installés juste à l'est de Mayotte et de Pamandzi, on les sent beaucoup plus ici à Mayotte que là-bas. Et cela nous permettra aussi peut-être de confirmer ce que les gens disent qu'à Bandélé et à Chirongui, on sent plus les secousses qu'ailleurs. Tout à fait, parce que comme les phénomènes sont situés à l'est de Mayotte, on sent beaucoup plus du côté est de Mayotte, du côté de Pamandzi, Mamoudzou, Bandélé. C'est tout à fait normal parce que c'est là où on a les épicentres, les phénomènes. Alors, on va voir la carte suivante avant de passer à autre chose. Donc, c'est celle qui va venir tout de suite. La carte suivante, si c'est possible. Sinon, on peut, en attendant la carte suivante, on peut dire, voilà, c'est celle-là. Voilà, en fait, la carte suivante, on a fait un zoom, regardez bien, on a fait un zoom. Et ce zoom-là, il est très intéressant parce que vous avez des séismes qui sont concentrés. Vous avez 6 séismes qui sont concentrés un peu éloignés là-bas, et puis un seul séisme qui est sur une ligne. Voilà, on voit une ligne qui est là. C'est ce qu'on appelle une faille. Hein. C'est cette cassure dont je vous ai parlé là. C'est cette cassure. Alors, on a cru pendant un petit moment que voilà, c'était cette faille là où ça bougeait, parce que ça bouge un peu là. Donc, c'était cette faille là où ça bougeait. Donc, ce séisme ici tombe à pic sur cette ligne. En fait, c'est cette petite faille qui passe par là. On a cru que ça se passait par là. Et puis, à un moment, les séismes ont bougé. Ils sont allés à cet endroit-là. Et là, la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la question la plus intéressante. Alors, éloignez-vous vraiment, vous, de cette idée-là qu'ils sont en train de chercher du pétrole. Donc, en fait, s'ils cherchent du pétrole, ils cherchent ce pétrole-là en zone française. Parce que là où ça se passe, on est sur la zone économique exclusive française. Donc, on est en France. On n'est pas encore aux Comores. Donc, en fait, si on cherche du pétrole aux Comores, les Comoriens ne viendraient pas chercher le pétrole ici chez nous en France, mais ils le chercheraient
en haut. Donc, ce n'est pas une histoire de pétrole. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et ça, c'est très important. Là où on a ces séismes, on est à moins de 3000 mètres. Ça veut dire 3 kilomètres en dessous de la mer. Donc, et puis, on a identifié ces séismes en dessous de la mer à 17 kilomètres. 10 à 17 kilomètres. Donc, les gens qui vont descendre à moins de 3000 mètres au niveau de la mer, puis descendre 17 kilomètres, bon, il faut quand même qu'ils soient... Pour faire des tests de bombes, il faut qu'ils soient quand même assez, assez forts. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, éloignez-vous vraiment de l'idée des gens qui font des tests de bombes à cette zone-là, parce qu'aujourd'hui, on sait très très bien où sont les épicentres des séismes, vous les voyez là. On sait très très bien qu'en fait, que c'est en dessous du sol, parce qu'on les a enregistrés à 10 km, voire même à 17 km. Donc, ce n'est pas une histoire de bombe, ce n'est pas une histoire de pétrole. C'est tout simplement... phénomène naturel scientifique. Phénomène naturel scientifique qu'on est en train justement aujourd'hui d'observer et d'étudier. Alors, on va voir la dernière carte, Saïd Hachim, si vous voulez bien, avant de passer à autre chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter la dernière carte, s'il vous plaît? Alors, cette dernière carte, elle est aussi très intéressante. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'on est sur les 4 îles qui sont ici, on a des montagnes. Hein. En fait, nous, Misbah, vous et moi, nous sommes en haut d'une montagne, Mayotte, et on est au-dessus d'une montagne de 3000 mètres. En fait, ça descend jusqu'à 3000 mètres de profondeur. La première île qui a été formée ici, c'est Mayotte, puis après, ensuite de suite, ça se Moélie, en juin, et puis la Grande Comore qui est active aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut se poser sur cette belle carte que vous avez ici, et c'est ce qui nous interroge tous, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement volcanique de l'autre côté là-bas? C'est une question qu'on se pose, ça reste tout simplement une hypothèse, mais pour l'instant, on n'en sait pas. Voilà. Ok. Alors, sommes-nous suffisamment armés pour faire face à un tremblement de terre d'une magnitude très élevée? Alors, déjà, je vais le dire avec des pincettes, parce que magnitude très élevée, c'est relatif. Jusqu'aujourd'hui, on a eu des séismes. Le séisme de référence, c'était celui de 93, 5,2 à l'échelle de Richter. Voilà. Donc, les sciences, en fait, se basent sur du connu. Hein. C'est ce qu'on connaît qu'on va le justifier. Donc, la référence était le séisme de 5,2 échelle de Richter. Et on pensait que voilà, ça allait tourner dans cet ordre-là. Et puis, paf, on est arrivé à l'échelle de 5,8 à l'échelle de Richter. Cependant, il faut quand même qu'on soit prudent, parce que les séismes intenses, ça veut dire qui font des dégâts qui commencent à partir de 6. Ils commencent à faire des dégâts, ça veut dire qu'ils font des dégâts sur des habitations sur un rayon de 180 km autour. D'accord? De 6 à 7, ce sont des séismes qui font des dégâts à 180 km autour. Ces séismes-là, sur le bassin des Comores, depuis qu'on a commencé à enregistrer les séismes, on n'en a pas encore vu. Voilà. Donc, il ne faut pas s'affoler en disant que voilà, il va y avoir des séismes comme on les a en Iran, au Mexique, au Japon. Non. Et puis, je répète par rapport à ce que je disais tout à l'heure, attention, on est sur une zone où plutôt on a une séparation, mais on n'est pas sur une zone où on a des collisions. Voilà. Voilà. Alors, avant de passer aux consignes et aux précautions, rapidement, pour le moment, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer ce phénomène. Alors, c'est là où c'est, pour certains, inquiétant et angoissant. Et c'est aussi, beaucoup de scientifiques se sont penchés déjà sur les essaims. Ils ont une particularité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ils viennent, ça on ne sait pas encore. Et on ne sait pas à quel moment ils vont s'arrêter. Ça peut durer très longtemps, comme ça peut s'arrêter aujourd'hui ou demain. Donc là, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que ça évolue comme ça. Tantôt, on a des séismes qui sont un peu plus élevés, tantôt, c'est encore bas, et puis ça fonctionne comme ça. Ça fait partie de la particularité des essaims de séisme. Mais sachez que ce sont des phénomènes qui sont connus, qui existent ailleurs. Et donc, chez nous, ici, ce n'est pas nouveau. Donc, mais c'est la première fois qu'on les observe. C'est tout simplement ce qui change. Alors, rappelez-nous rapidement les consignes, les précautions
à prendre en cas d'un tremblement? Alors, je veux m'arrêter sur deux choses essentielles. La première, quand vous êtes en face quand vous sentez le tremblement de terre, c'est surtout de ne pas paniquer, parce que c'est vraiment la panique qui fait que voilà, on s'affole et puis voilà, on se blesse. Tout de suite, on va essayer justement de s'échapper, de courir dans tous les sens, on se blesse. C'est vraiment de ne pas paniquer et d'observer bien l'habitation où vous êtes. Donc, si vous êtes dans une habitation où vous êtes très loin de la porte, en fait, d'identifier une zone porteur, ça veut dire où les objets qui sont au-dessus de vous ne vont pas tomber sur vous. Donc là, sur des poteaux porteurs ou en dessous d'une table, donc ça, il faut aller se protéger là-dessus. Et surtout, en ce moment, quand vous êtes en période d'essai sismique, beaucoup de personnes dorment dans des pièces où vous avez des objets qui sont suspendus, qui sont en haut, voire même des placards. Là où il y a les placards des enfants, à un moment, vous avez vu, même dans les étagères de magasins, ça bouge et ça tombe. Donc, évitez justement d'avoir des objets qui sont très, très lourds en haut ou des placards qui peuvent se renverser sur vous, surtout quand vous dormez. C'est quand même relativement dangereux. Donc, ça, c'est des comportements à avoir et avoir ce réflexe tout le temps d'avoir à côté de soi des éléments de donner l'alerte. Voilà, dire où vous êtes, ou si vous êtes blessé, de pouvoir donner l'alerte. Voilà. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions concernant l'activité sismique. Il nous reste à peine 5 minutes. On va essayer d'aller rapidement sur le mouvement de grève, chose promise, chose due, puisque vous êtes membre de l'intersyndicale. Alors, tout le monde se demande, parce que selon le communiqué officiel, le mouvement continue. Tout le monde se demande comment, il continue comment? Alors, le mouvement, en fait, continue pourquoi? Essentiellement parce que, je vais rappeler 3 choses. La première, c'est qu'en fait, dans l'intersyndicale, a fait un document qu'on a appelé les 101e mesures. Aussi imperfectible que ce soit, aussi incomplète que ce soit, mais il y avait une idée essentielle et une idée centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait un moment faire le bilan des projets à Mayotte. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire ici à Mayotte? Chaque fois, on a fait des annonces, mais on voit à peine les annonces faites, après on oublie. Donc, on avait décidé, en fait, qu'on doit faire le bilan, chercher ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer d'avoir ce qu'on appelle un retour d'expérience pour éviter les erreurs du passé, voire même aller chercher l'argent où on n'est pas allé le chercher pour réaliser des projets. Donc, c'était cet esprit-là. Deuxième chose, sur ce territoire-là, et il l'a dit, le préfet, ils ont dit, ce territoire-là manque de planification. On n'a pas de projet commun. Et donc, les 101 mesures, c'était quoi? C'était permettre justement aux élus, aux associations, mais aussi au monde économique, qu'on se retrouve, qu'on pense ensemble ce territoire. C'était ça l'objectif en fait de ça. Et vous avez vu qu'on a essayé de discuter, d'échanger, de faire des réunions avec le monde économique et les patrons. On a mis beaucoup d'énergie pour qu'on ait un projet commun. Je vais avoir une pensée bien particulière. Je profite que je sois là pour saluer le travail que fait Zaïdou Bamana. Je veux vraiment saluer ce travail-là parce que ça fait des années que ce garçon fait un travail formidable parce qu'il a réfléchi sur tout ce qui s'est passé ici avant en essayant, en disant, mais faisons un projet commun pour que toi, moi et que chacun qui veut travailler pour Mayotte sache que voici le plan. Il nous faut un plan de développement. Donc ce plan de développement-là, on a essayé justement de le dessiner à travers les 101 mesures. Et donc, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, il faut vraiment qu'enfin ce territoire-là sorte justement du gouffre où il était installé. Monsieur Misbahoudine Bakar, vous payez l'impôt, la taxe d'habitation plus cher que le centre-ville de Bordeaux, que Paris, que Lyon. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'ici, vous n'avez pas d'infrastructure? Vous payez quand vous ne mettez pas votre ceinture, par exemple. Je sais que vous le mettez, mais quand le stationnement est au même prix qu'un parking à Lyon. À Lyon. Le timbre fiscal, oui. Géré par Vinci. Oui, voilà, et géré par Vinci. Le timbre fiscal sur votre permis, sur votre pièce d'identité est au même prix que dans le Cantal. Est-ce qu'on peut
ce que les Maoris ne peuvent pas comprendre. Alors qu'il n'y a pas d'infrastructure. Que les infrastructures n'y soient pas. Ce n'est pas normal, c'est inadmissible. À un moment, il faut qu'on puisse le dire. Et le nom, pour qualifier ça, ça s'appelle de la colonisation. Quand on prend tout le temps, mais on ne donne jamais. Et ce territoire donne, et donne beaucoup, c'est ce que les gens doivent savoir. Ce territoire donne beaucoup à la nation. À un moment, on doit arriver à équilibrer les choses. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est là où on a manqué. Mais moi, je ne perds pas espoir. Je pense que tout le monde va pouvoir se ressaisir, aussi bien les élus, pour pouvoir essayer de construire et de faire quelque chose ensemble, de faire un projet commun. J'y crois encore. On aura l'occasion de revenir longuement sur ces mesures-là, mais 2-3 mots pour la conclusion, puisque l'émission est finie. Alors, je pense qu'on a échoué quelque part. Il ne faut pas que certains applaudissent en disant qu'on a gagné quelque chose. Non. Tant que la ministre n'a pas dit, 3 choses, hein, que ce territoire-là, on peut sortir tranquillement, on peut aller au restaurant, on peut dormir tranquillement chez soi, on ne sera pas tranquille. Là, je ne pense pas, on n'a pas donné de réponse par rapport à ça. Tant que la ministre, l'État ne s'engagera pas pour des projets structurants ici, par exemple, la piste longue, le port de Longoni, les axes de circulation à Mayotte, et là, on aura échoué. Et là, on a échoué. Et tant qu'on n'alignera pas ce territoire avec les prestations au niveau national, on aura échoué. Et sur ces 3 points-là, on a échoué. Alors, une dernière question, on m'a dit que c'est terminé, mais une dernière précision par rapport aux activités sismiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population rapidement, en 2 mots? En 2 mots, je demanderai à la population en fait, de vraiment rester calme et de dire justement que nous, ce qui arrive, c'est nouveau, mais c'est tout à fait normal. De commencer peut-être un peu à s'habituer de ça et de vivre avec. Merci beaucoup Saïd Hachim. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur la première. À très bientôt. Merci.